Il est 12 heures et c'est toujours un plaisir de vous retrouver par ici, chers amis du RDVM. La team du mercredi est déjà en place et avec elle aujourd'hui, nous parlons d'entrepreneuriat, d'économie, de la photographie puis de la culture à travers le concept Les Vodou Days. Cet événement majeur qui captive les attentions en ce moment au Bénin. Mais avant de développer tout ceci, on va s'installer avec cette douceur. José. On dit toujours que la vie c'est mollo. Partir de zéro pour devenir héros. Oh non, ils m'ont pas vu venir, ils m'ont négligé. Ils ont voulu me noyer, mais ils m'ont appris l'apnée. Combien de fois j'ai été mise devant mes défauts, jugée et condamnée tristement à cause de mes fautes. Mon Dieu, il les regardait de son bout. Il a dit stop, tout doit changer. Et c'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, mon doigt a pété. Désormais tout le monde verra mon étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pété. Pour ma destinée, mon Dieu s'est levé. Terminé, je ne suis plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Si tes souffrances sont mondiales, c'est que tes réussites seront mondiales. Les épreuves viennent en fonction des dimensions de ton bonheur. Il y aura toujours des gens pour tenter de te débattre. Hypocrisie et trahison pour brouiller ta vision. Donc que tu vis, tu n'as pas fini d'être éprouvé. Parfois même on te fait du mal avec le sourire aux lèvres. Ne sous-estime jamais ce que Dieu t'a donné. Il sait pourquoi, toi faut bosser. C'est déjà bouclé. Aux yeux du monde entier, ton doigt a pété. Désormais tout le monde verra ton étoile briller. Dieu a parlé, qui peut contester? Et je dis ça pété. Pour ta destinée, ton Dieu s'est levé. Terminé, tu n'es plus la risée du quartier. Dieu a parlé, qui peut stopper? Espoir, oui, pour dire à quelqu'un ce midi qui a peut-être été marqué d'une manière ou d'une autre par des événements en 2023, que l'espoir est permis pour cette nouvelle année 2024. Ne dit-on pas que nouvelle année est égale à de nouvelles résolutions, mais aussi de nouveaux challenges. Donnez-vous donc le courage de poursuivre ce rêve, cette ambition, ce projet en 2024 et forcément vous remporterez la victoire par la grâce de Dieu. Alors, une fois encore, je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Que la santé soit au rendez-vous. Après cette dose de motivation, on va installer à présent référence. Ariane da Silva, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Ça va, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Belle année pour vous? Ben oui, ça a bien commencé. Ah bon? On ne se plaint pas. Racontez-nous un peu. Non, après on parle pas maintenant, mais ça a bien commencé quand même. Le plus important, c'est la santé. Et oui. Tout à l'heure, tu le disais, c'est la santé. Tant qu'on a la santé, je pense qu'on a la possibilité de tout avoir. Ça, c'est pas faux. En tout cas, Ariane da Silva, je te souhaite, on va dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu souhaites que je te souhaite? Et souhaite-moi les vœux les plus chers à mon cœur. Ok, d'accord. Que je ne veux pas dévoiler ici. Bon, évidemment. Hein? Ariane da Silva,
cas, je te souhaite donc une belle année. Merci. Année de réalisation pour toi, de tes projets. Merci beaucoup. Année d'enfantement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'un enfant, c'est toujours une grâce. Une grâce, ça seulement, là, j'accepte à bras le cœur, je ne sais pas comment joyeux. Oui, ça j'accepte. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin comme socle du développement. Eh oui, et notre invité de ce mercredi vient de très loin. Tu t'imagines, elle vient de Candy. Waouh! Spécialement pour le rendez-vous de midi? Ben oui, on peut dire ça comme ça. Bravo, merci beaucoup, c'est gentil ça. Elle a promis de passer par ici, elle a tenu sa promesse et il s'agit de Nawal Idrissou. Elle est titulaire d'une licence professionnelle en gestion commerciale. Elle démarre son expérience professionnelle en tant qu'assistante de direction il y a quelques années. Plus jeune, elle avait plutôt un rêve. Le rêve de devenir une star de cinéma. Et aujourd'hui? Mais malheureusement, je pense qu'avec le temps, elle se disait, bon, mes parents ne seraient pas d'accord parce que, tu sais, nos parents, ils sont un peu conservateurs et tout. Donc, c'était pas évident. Donc, elle a dû mettre ce rêve-là de côté. En tout cas, pour ce qu'on voit aujourd'hui. En tout cas, il n'est jamais trop tard pour devenir acteur ou actrice de cinéma, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est pas faux. Alors, et avec le temps, elle s'est lancée en entrepreneuriat. Aujourd'hui, elle a ouvert sa confiserie. Elle fabrique... à Candy? Oui, à Candy, là-bas. Elle fabrique du toffee. Tu t'imagines du toffee qu'elle a modernisé. Notre toffee, là. Oui, voilà, qu'elle a modernisé. Wow. C'est ça. Où est ça? C'est là. Alors, bonjour Nawal Idrissou. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous de midi. Comment vous allez? Je vais très bien. On est heureuse d'aller à vous puisque nous vous accueillons sur ce plateau. On va dire la première fois déjà sur le rendez-vous de midi et la première fois au cours de cette nouvelle année 2024. J'espère que vous avez bien célébré le nouvel an. Oui, très bien, en santé. D'accord, c'est le plus important, n'est-ce pas? Oui. Ariane Da Silva. Alors, Nawal, pour vous, entreprendre, qu'est-ce que c'est? Entreprendre, on peut dire apporter un plus à sa communauté, un changement de façon positive. Mais aujourd'hui, vous avez décidé d'entreprendre dans le domaine, on va dire, de la confiserie, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi cette idée-là? Pourquoi vouloir moderniser quelque chose qu'on a de local? Bon, généralement, en réalité, les toffees qu'on retrouve sur le marché, pour la plupart, sont faites à base de lait industriel. Et le watofi que nous faisons, c'est fait à base du pur lait de vache. Wow. Il y a la nuance. C'est pas une création, ça se faisait avant même notre naissance. Donc il fallait montrer au monde ce qui se fait chez nous et qui mérite vraiment d'être connu. Et puisqu'on parle de lait de vache, je ne sais pas si c'est ton cas, Rebecca, mais moi personnellement, j'arrive pas à boire le lait de vache comme ça. Je préfère le lait industriel. Je ne sais pas pourquoi. Non, peut-être parce que tu n'as pas vécu là-bas. J'ai posé la question, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Je suis restée longtemps au Nord, mais Ariane, pourtant, c'est quelque chose que je n'ai pas pu, en fait, faire consommer. Oui, même quand c'est chauffé. Je ne sais pas. À cause de quoi? Le goût, l'odeur? Je sais pas. Mais ça ne passe pas. En bon? Je suis d'avis, Ariane Da Silva, moi non plus, j'aime pas trop. Pour moi, c'est plutôt à cause de l'odeur. Qu'on presse et que c'est l'air réellement frais. Oui, frais. L'odeur m'indispose légèrement. Mais par contre, j'ai jamais essayé chauffer. La version chauffée. Chauffée est meilleure. Très meilleure. On ne sent même plus l'odeur. Ah oui. D'accord, donc avec ce lait-là, on peut simplement faire du toffee. Oui, et on ne sent même plus l'odeur dedans. Wow. C'est tellement agréable. Ouais. Alors, vous êtes dans deux activités, vous avez un emploi, vous avez une confiserie que vous devez gérer. Comment est-ce que vous arrivez à faire le lien, tout ça, à gérer tout ça? J'avoue que c'est pas facile. J'ai dû mettre une équipe en place, majoritairement des femmes, de nos mamans, qui m'aident véritablement pour la préparation. Donc au niveau de la finalisation, je suis tout le temps là pour finaliser. Des fois, je rentre du boulot, je fais tout ce que je dois faire avec les enfants et puis je termine les emballages jusqu'à parfois 2 heures du matin. C'est pas aisé. Mais justement, est-ce que tout ça parfois n'a pas des impacts sur votre famille? Puisque effectivement, vous êtes mariée, vous êtes maman de 2 garçons. Est-ce que tout ça n'impacte pas, n'influence pas votre
train de vie quotidien? J'avoue que c'est pas facile, mais le conjoint, il épouse mon idée et puis il m'accompagne comme il peut. C'est pas aisé, mais... Votre conjoint est de la même région que vous? Oui, il est de Parakou. Ben ça se comprend. Alors, vous avez aujourd'hui une entreprise qui est basée à Kandé, on va le dire ainsi, mais on sait que vos produits viennent jusqu'à Cotonou. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? En fait, quand je fais le stock, les supermarchés qui distribuent ici, déjà il y a Nol Market à Fidjoser, à Limassol. Oui, donc je leur envoie le paquet et puis ils réceptionnent par mon livreur et puis ils mettent dans le magasin. Donc au niveau de mes publications, je cite déjà là où les gens peuvent s'en procurer, ici à Cotonou. Pour vous, le local, c'est important? Très important. Pourquoi? Puisque je sais qu'on a du potentiel. On peut tout faire par nous-mêmes. Nous avons du génie. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que c'est pas facile de gérer une entreprise, de travailler et tout. Est-ce à dire que parfois il vous arrive d'avoir des regrets, de vous dire voilà, que j'abandonne peut-être, je ne sais pas, mon emploi, je m'occupe de mon entreprise, ou j'abandonne l'entreprise et je m'occupe de mon emploi uniquement? L'idée d'abandon n'est pas encore à l'heure là. Mais peut-être ce que je dois abandonner, peut-être c'est mon emploi. Tôt ou tard. Pour me consacrer véritablement. Vous croyez en votre entreprise? Si, à 1000%. Wow. J'y crois. Mais dans quelques années, comment est-ce que vous voyez votre confiserie? Déjà, une grande maison de production, peut-être semi-artisanale, semi-industrielle. Pourquoi pas? J'y crois fermement. Une grande maison, peut-être, je ne sais pas, peut-être que vos produits seront distribués même hors du Bénin? Ça commence déjà par s'exporter. Ah d'accord, ok. Donc vous exportez déjà vos produits? Oui, depuis plus d'1 an. Alors, selon vous, quelle est la place de la femme dans le développement d'un pays? La femme entrepreneur surtout? C'est en fait à tous les niveaux. Avec les femmes, je pense qu'on peut vraiment tout, en les associant, elles peuvent vraiment tout faire de façon extraordinaire. La preuve, on fait déjà tout ce qui est beau. Sur le plateau, il n'y a que des hommes. On en est capable. Ok. Ça, c'est vrai. Et j'ai envie de demander à Ariane Da Silva, pour vous, quelle place occupe le digital aujourd'hui dans le monde de l'entrepreneuriat? Le digital, maintenant, ce n'est même plus discutable. Si aujourd'hui, je suis à ce niveau, c'est grâce au digital. Est-ce que vous avez des canaux digitaux? Comment vous faites votre communication? Vous avez une équipe en place qui vous aide ou vous jouez tous les rôles? Au départ, j'avais une équipe. Il y avait une dame qui s'occupait de mes contenus. À un moment donné, elle m'a donné la main parce qu'elle n'avait pas du temps pour continuer. Bon, elle m'a outillée, elle m'a un peu montré comment faire. Maintenant, c'est moi-même qui anime mes pages sociaux. Mais dans le domaine, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Les difficultés peuvent être de main-d'œuvre, de qualité. Parce que c'est pas facile de transformer le lait liquide en toffee. Ça prend vraiment du temps. Combien en moyenne? On peut dire 6 heures du temps pour concentrer le lait. 10 litres. Wow. C'est pas aisé, donc il faut vraiment de la main-d'œuvre robuste. C'est pas aisé. Vous faites tout ça avec les moyens de bord ou bien... vous avez industrialisé peut-être... Non, je fais ça avec les moyens de bord pour le moment. J'ai commencé sous fonds propres jusqu'à présent. Oui, mais c'est sûr que là où vous êtes là maintenant, vous êtes en train de penser peut-être à l'industrialisation, surtout qu'aujourd'hui le Bénin est dans cette dynamique-là, d'industrialiser, de plus développer ce secteur-là. C'est comme un ami, il m'a dit, mais il faut industrialiser, il faut qu'à chaque point de vente on puisse trouver du tofu. J'ai dit, j'en arrive là déjà. Ça vient. Petit à petit. Oui. Rebecca, tu aurais une autre question pour notre Non, j'ai envie juste de lui demander, je suppose qu'au moment où vous avez commencé l'entrepreneuriat, vous avez déjà eu vos enfants en ce moment? Oui, j'en avais déjà 2. Avant de commencer? D'accord. Ils avaient quel âge à l'époque? Tout petit. Lorsque je commençais véritablement, j'avais un seul.
Après, quand j'ai commencé en 2015, le second est venu. Ok, au moment où le second est venu, comment est-ce que vous avez vécu ces instants-là entre la fatigue peut-être de la grossesse, la cuisine et même votre rôle en tant qu'épouse et l'entrepreneuriat? J'avoue que c'est pas aisé. À un moment donné, tu craques, tu as envie même de laisser tomber. Ah, c'est pas facile, mais j'ai tenu bon. Et vous est déjà arrivé d'avoir des points de discorde avec votre conjoint juste parce que vous étiez trop occupé à défendre vos activités? Il est déjà arrivé cela? Lui, non. Ok. Aujourd'hui, si vous devez donner justement des conseils aux jeunes femmes qui ont envie d'entreprendre mais qui n'y arrivent pas ou qui hésitent d'emprunter ce chemin tout simplement parce que elles se disent peut-être leur conjoint ne serait pas d'accord. Est-ce que, selon vous, le choix du conjoint devrait aussi être déterminant dans la réussite de l'entrepreneuriat pour la femme? Moi, je dirais en fait, ça dépend de chaque couple. Il faut savoir et se comprendre, se compléter. Il faut que l'autre arrive à épouser votre idée. Déjà de base, quand vous vous entendez, la suite c'est facile. On ne devait pas écouter et forcément, non, tu peux pas. Elle pourra. Moi, je vais plutôt lancer l'appel au niveau des époux. Il faut qu'ils arrivent à aider leurs femmes en général pour pouvoir sortir le potentiel qu'il y a en eux. D'accord. Mais dans le cas où l'époux dit qu'elle ne veut pas le faire, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit s'entêter pour aller le faire ou trouver la formule? Elle va dialoguer. Moi, je préfère. Si le dialogue ne marche pas, elle va insister. Peut-être elle le connaît mieux que personne. Pourquoi c'est à elle Ça finira pas. d'insister? Mais bon, à force de lui parler, moi, je pense qu'il finira pas comprendre. Il va céder. Parce qu'il y en a des hommes, ils n'aiment pas. Non, tu dois rester à la maison, ménagère. Même ménagère aussi, c'est du boulot. Ménagère aussi, c'est du boulot. Quand même. C'est grand boulot. D'accord, Ariane Da Silva, alors c'est bon. C'est bon pour tes questions. Merci également à vous, Nawal Idrissou. Mais vous restez avec nous sur place. On installe à présent Écho. La monnaie Ariane Da Silva, on en parle ce midi. Que peut-on retenir? Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de la monnaie? La monnaie. Oui. Parfois, monnaie, ça peut, on peut l'interpréter comme la monnaie qu'on te donne, voilà, le reliquat ou la monnaie. Mais qu'est-ce que c'est réellement? On va découvrir ça avec le spécialiste du jour. Avant de définir ce qu'on entend par la monnaie, il faut partir d'abord de l'historique de la monnaie. Au départ, l'économie qui était appelée l'économie de troc. Donc, les biens s'échangeaient contre les biens. Et nous sommes partis alors de cette phase pour la phase de la monnaie marchandise. La monnaie marchandise, les biens ne s'échangent plus contre les biens, mais plutôt il y a certains biens qui ont été retenus pour faire objet de la monnaie, tels que les coquillages, les courris, tels que le sel et certains animaux, etc., etc. Mais cela posait aussi beaucoup de difficultés à l'époque. Et de cela, on est passé alors de la monnaie marchandise à la monnaie métallique. On a recours alors à certains métaux. Mais les premiers métaux qui avaient utilisés, c'est comme le cuivre, le zinc, le fer, mais ces métaux aussi ont posé beaucoup d'autres difficultés. On est passé aux métaux précieux tels que l'or et l'argent. Et cette forme ont connu aussi leur évolution, jusqu'à qu'on est venu maintenant à la monnaie sur la forme dont on a aujourd'hui pour l'égal. La monnaie donc alors n'est qu'un instrument de règlement des transactions. Elle accomplit trois fonctions fondamentales appelées fonctions traditionnelles. Elle sert d'intermédiaire d'échange, elle sert d'unité de compte, elle sert de réserve de valeur. Et de ces trois fonctions, nous avons trois qualités qu'on peut accorder à la monnaie. La monnaie présente la qualité de divisibilité, d'inaltérabilité et d'acceptabilité. De ce fait, nous pouvons retenir pour conclure qu'il y a trois types de formes de monnaie. Nous avons la monnaie fiduciaire, constituée des pièces de monnaie et des billets de banque. Nous avons la monnaie scripturale, comme je l'ai abordé tout à l'heure, qui sont les écritures, les chèques et consorts. Nous avons la quasi-monnaie, qui n'est rien d'autre que les monnaies qui ne sont pas immédiatement utilisables, mais qui doivent être transformées, les comptes sur livret, les dépôts à terme, les bons de caisse, les bons du trésor. De façon succincte, voilà ce qu'on peut dire de la monnaie.
Et voilà, Ariane Da Silva, je retiens qu'on est parti de la monnaie marchandise pour aboutir à la monnaie métallique. Et aujourd'hui, la monnaie, tout ce qu'on a aujourd'hui et qu'on côtoie, qu'on connaît. Alors, Ariane Da Silva, est-ce que vous avez un mot à ajouter avant de... Non, je pense que tout est dit. C'est d'ailleurs ce que j'aime dans cette rubrique, c'est que c'est clair, c'est succinct, c'est précis, c'est pas trop long. Donc, je pense que le téléspectateur retient facilement. Ariane Da Silva, merci en tout cas pour ces précisions. Madame Nawal Idrissou, merci également pour la présence. Je vous souhaite une agréable suite de journée. On vous retrouve bientôt, voilà, et bon retour à Kanti. On fera une délocalisation. Voilà. Pour enregistrer spécialement le rendez-vous de midi, pourquoi pas. Alors, à votre suite, on accueille sur ce plateau Jennifer Sativi et son invité. Il est l'heure de l'art et de la décoration. Jennifer Sativi qui, comme d'habitude, prend son temps avant de venir s'installer sur ce plateau. Oui, il faut que je l'expose aujourd'hui aux téléspectateurs. Jenny, bonjour, comment vous allez? Bonjour Rebecca, bonne et heureuse année. Vous êtes toute rayonnante. Hein? Il faut ajouter comme d'habitude. Comme d'habitude. Merci. Bonjour, sinon, les téléspectateurs vont penser que c'est seulement... comme d'habitude, ils le savent. C'est gentil. Alors, comment vous allez? Ça va bien, Rebecca. D'accord. Ça va très bien. Je ne vous ai pas encore souhaité une bonne année. D'accord. Bonne et heureuse année. Merci, Rebecca. Bonne et heureuse année à vous aussi, à tous les téléspectateurs. Mais oui, évidemment, mais ça ne venait pas. Donc, merci de lui avoir appelé. Alors, la photographie, c'est notre thématique de ce midi. Absolument. Comme vous l'avez constaté, depuis un certain temps, on est encore dans l'esprit de fête. Et qui dit fête, hein, il y a quelques petites années, disait forcément photographie. Je ne sais pas si vous avez vécu après la fête, on invitait un photographe, mais j'ai l'impression que ça a disparu. Aujourd'hui, avec les smartphones. Voilà, donc on va parler de ça, de l'importance de capturer les instants importants, etc. dans certains événements. Et nous en parlons justement avec un photographe qui, quand même, est assez, je dirais, ça fait plusieurs années d'expérience pour vous déjà, Richard Dansou, d'Arimage qu'on ne présente plus vraiment. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Alors déjà, est-ce que vous avez vécu cette époque où pendant les fêtes, on faisait une photo de famille, etc. et tout ça? Oui, j'ai vécu cette belle époque où pendant les fêtes, soit on allait au studio chez un photographe ou parfois on invitait le photographe qui venait à domicile photographier la famille, les enfants et tout. D'accord. Et ça a disparu, hein, on peut dire. Donc justement, avec vous, on va parler de l'importance de capturer, hein, comme on le dit, ces instants importants, ces instants, je dirais, magiques pour la famille. Donc pour vous, quelle est l'importance de photographier, de matérialiser, je dirais, de garder dans le temps ces instants-là? D'immortaliser. Merci de m'avoir passé le mot. Je dirais d'ailleurs que la famille, comme toute chose dans la vie, a un cycle. Il y a un moment où la famille se constitue. Après, les enfants, par exemple, issus du fruit des parents, grandissent et se dispersent. Et les photos de famille, ça permet de raconter tellement d'histoires, de moments. Pour la petite anecdote, moi, j'ai pas fêté à Cotonou, j'ai fêté dans la maison de mon épouse, donc dans la belle famille. Et hier, par exemple, ils ont sorti les albums. Donc, on a vu les photos. Il y avait eu plein d'histoires et tout. Et c'est l'importance parce que les moments sont éphémères, les moments passent. Et les photos de famille, ça permet de se remémorer de ces moments. Et c'est tellement d'histoires à chaque instant. Je vais vous donner un exemple. Hier, on avait sorti une photo où c'est une famille et il y a la grande sœur qui a gardé le bébé et les deux petits frères sur la photo n'étaient pas contents, on fait une moue et la maman a raconté l'histoire, dit le jour là, tout le monde se disputait le bébé et c'est la grande sœur qui a gardé finalement le bébé. Ça a justifié le fait que les deux petits frères n'étaient pas contents sur la photo, ça se voyait. Et donc l'important d'une photo de famille, c'est que ça raconte tellement d'histoires et ça permet de se plonger dans ces moments importants qu'on a eu en famille et que des fois on ne peut plus retrouver. D'accord. Qu'est-ce qui peut, selon vous, justifier, je dirais, cette perte, la perte de cette habitude-là? Est-ce que c'est le développement, peut-être la mondialisation, le numérique en pleine expansion, parce qu'on n'a plus vraiment ces albums photos chez nous?
c'est le piège du numérique. Aujourd'hui, on a... Il y a une Miss numérique sur ce plateau. Aujourd'hui, on a nos téléphones, on se prend tout le temps en photo et on a l'impression qu'on a de la mémoire. Certes, on a une certaine mémoire, mais qui en qualité n'est pas forcément la même qualité que quand vous appelez un professionnel. Le deuxième élément, c'est le côté éphémère de cette mémoire. Un professionnel, il prend toutes les dispositions pour conserver sur le long terme les clichés. Mais quelqu'un qui n'est pas un professionnel, on ne le souhaite pas. Vous faites chipper votre téléphone, ou bien il y a un virus qui passe, ou la carte mémoire a un souci. Vous perdez tout. Et ça, je pense qu'on ne s'en rend pas compte suffisamment, ce qui fait que voilà, on se dit bon, venez, on fait les photos entre nous, et puis qu'est-ce que ces photos deviennent? Est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera encore capable de sortir ces photos comme on sort encore aujourd'hui pour les personnes qui en ont les albums? C'est la grande question qu'il faut se poser. D'accord, mais on ne pense pas souvent, je ne sais pas, hein, pour vous, chères dames, on ne pense pas souvent à un photographe. La fête a commencé, j'ai mon téléphone, je fais une photo rapidement. J'essaie au maximum de conserver, mais on se rend compte qu'on est toujours attrapé par ce piège-là. C'est vrai qu'il y a des méthodes de conserver sur Internet, mais qui ne sont pas toujours fiables. Est-ce que vous pensez que à chaque instant qu'on a envie d'immortaliser un événement ou une petite situation, comme vous le disiez tout à l'heure, quelqu'un qui a envie de garder un bébé, est-ce qu'il faut penser directement à un professionnel ou comment on peut gérer ça? Je pense qu'il y a plein de choses au quotidien, par exemple. Voilà, on peut se faire des photos avec son téléphone et tout. Mais je pense que dans l'année, il faut peut-être déterminer des moments forts, si c'est 2 fois ou 3 fois l'an, où on fait recours carrément à un professionnel. D'accord. Et moi, par exemple, j'ai relancé depuis un certain nombre d'années, je relance les séances photos de famille. Le vendredi prochain, je ferai une séance photo de famille. La semaine prochaine, j'en ferai également parce que je me rends compte, nous évoluons certes, mais il faut regarder dans le rétroviseur et s'il y a de bonnes pratiques qu'on a oubliées. Je pense qu'on peut toujours restituer ces bonnes pratiques. Et moi, je continue toujours, que ce soit à domicile ou dans mon studio, surtout en fin d'année ou en début d'année, de recevoir des familles et de les photographier comme avant. D'accord. Justement, Jennifer, tu permets, justement, avec l'avènement, vous avez commencé par le dire, des smartphones. Est-ce que votre corps de métier ne rencontre pas d'énormes difficultés? Oui, mais en même temps, il faut être réaliste. Tous les domaines évoluent. Et étant un professionnel, on doit tout le temps se réinventer. Ce n'est pas l'appareil photo qui fait la photo. Même si on remet un appareil photo le plus sophistiqué à quelqu'un qui ne sait pas comment faire les réglages, et si c'est par exemple pour une séance photo, comment disposer la personne, les lumières et tout. Donc il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte que le professionnel sera toujours sollicité. C'est le professionnel qui ne se met pas à jour, qui ne s'actualise pas, qui peut se sentir inquiété. Mais au fur et à mesure que le monde évolue, l'évolution, autant ça constitue une menace, autant ça crée de petits, même nouveaux métiers dans le métier voilà, qu'on exerce habituellement. D'accord. Justement, hein, quand vous parlez de conservation, c'est important. Moi, j'y pense. Vous avez parlé de peut-être faire appel à un professionnel 1 ou 2 fois par mois, peut-être même par an. Mais est-ce que vous pensez que on a les moyens, les outils de conservation? Peut-être parce qu'une famille, j'ai fait appel à un professionnel, 30 ans après, ma famille évolue. Chaque année, nous faisons des photos, mais malheureusement, on ne retrouve plus ces albums-là qu'il faut fouiller. Est-ce qu'il faut tout placarder dans le salon? Est-ce qu'il faut avoir un magasin où ranger ces photos? Moi, je ne sais pas. Il y a, par exemple, une belle pratique qu'on abandonne aujourd'hui. Ce sont les albums photos. Moi, à titre personnel, je continue toujours de faire des albums photos. Quand je devais avoir mon premier garçon, quand mon épouse était enceinte, j'ai fait une séance photo. Le jour où mon garçon est né, les jours qui ont suivi, j'ai fait un album photo. La dernière fois, il était passé au studio et il me disait, je veux voir mon bébé, je veux me voir quand j'étais bébé. Exactement. Et donc, les albums
Quand je donne un exemple, au Japon, quand il y a eu le Fukushima, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu les données numériques, mais ceux qui avaient des albums ou des books photos, certains ont pu les conserver. Et ça a fait qu'après ça, dans un pays où ils sont très avancés sur le numérique, ils ont commencé par imprimer massivement encore les photos. D'accord. Donc, quand on imprime les photos et c'est des papiers de qualité, le temps a moins raison des photos imprimées que sur le numérique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est d'allier avec le numérique et le support physique. D'utiliser les deux. D'accord. Et est-ce que vous, photographe, vous avez une méthode d'archivage ou de conservation? Quand même, vous recevez assez de clients. Hein? Évidemment. On investit dans l'archivage. Ah bon? En tant que photographe, moi j'ai plusieurs disques durs. J'ai acheté des données numériques, un cloud où je mets les données, ce qui fait que il y a des photos qui datent de 10 ans que je retrouve encore aujourd'hui. Et la photo, une photo prise aujourd'hui peut ne rien vous laisser comme émotion, mais la même photo ressortie dans 5 ans, dans 10 ans, c'est une charge émotionnelle terrible. Donc la photo, ce qui fait que la photo a de la valeur aussi, c'est le temps que la photo traverse. Et un photographe professionnel qui est conscient de ça, c'est pas la même chose. C'est pas la même. Voilà. Et donc le photographe professionnel qui est conscient de cela investit aussi dans la conservation des photos. D'accord. Alors pour finir, je vais vous demander quelles sont les périodes adéquates. C'est vrai, vous avez parlé d'une ou deux fois par an. Est-ce qu'il faut attendre peut-être une fille qui a peut-être son bac, son BEPC, ou est-ce qu'il faut y aller à chaque fin d'année par exemple, ou à chaque fin du mois? Je pense que les fins d'année sont les périodes phares. Parce que les fins d'année, même les familles éclatées se reconstituent encore. Moi, je vous ai dit, j'ai fêté dans ma belle famille, il y avait presque tous les enfants et tout. Et ces moments sont des moments qu'on peut rattraper pour appeler un professionnel parce que voilà, on ne se retrouve pas tout le temps. Comme des fois les périodes des vacances, si c'est l'été, il y en a qui reviennent en Afrique, qui retrouvent leurs parents et tout. Donc je pense que c'est aux familles. Ça peut être en Pâques et tout, c'est aux familles de déterminer la périodicité et parfois il peut y avoir peut-être une famille qui décide d'honorer un pépé, on fait une petite fête. Oui, c'est des moments qu'on peut toujours célébrer ces personnes âgées là. Voilà, c'est des moments qu'on peut toujours, on peut profiter de ces mémoires, de ces moments pour reconstituer le narratif familial. En fait, une famille, ça a une histoire. Et cette histoire, ça a besoin d'être écrite avec des images. Sinon, le narratif familial aujourd'hui, ça s'efface aisément. Très, très facile. D'accord. Merci, on aura compris. Hein, Jennifer. Merci. Je voudrais remercier ma maman. Qui a su conserver. Qui a su conserver. Franchement, ma mère, elle était une fan de photographie. Elle avait une petite sœur qui est photographe. Et toutes les fois où on allait lui rendre visite, c'était une séance photo. Franchement, c'est-à-dire que quand moi j'étais petite là, photo seulement là, moi-même je regarde ça aujourd'hui, je me dis mais donc en fait aujourd'hui tu arrives à reconstituer ton parcours. Franchement, et aujourd'hui je pense qu'il faut que je la remercie pour ça. C'est bien ou bien vous allez encore regarder la caméra? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Richard Dansou, merci. Jennifer Sativi, merci. Richard, vous restez sur place avec nous et sans aucune transition puisque nous parlons de l'art. Je vous prie de recevoir avec moi sur ce plateau Wenceslas Adjoyon. Il est chef des projets. Oui, venez, Wenceslas, s'il vous plaît. Il est chef des projets du concept Vodou Days, un événement hautement culturel et cultuel aussi qui se déroulera dans quelques jours, précisément les 9 et 10 janvier 2024. Avec lui, on revient sur le concept du Vodou Days. On va également aborder les différents aspects de cet événement rassembleur. Alors, Wenceslas, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais au moins aussi bien que vous. Belle année à vous. Merci. J'espère que vous avez bien célébré le Nouvel An. On y est déjà, donc c'est déjà une grâce. Vous avez des vœux ou des proches à vous? À l'ensemble des auditeurs et auditrices. Très belle année. D'accord, d'accord. Alors, j'en parlais à l'instant, les Vodou Days, c'est déjà dans quelques jours. Déjà, Vodou Days, quelle est l'idée derrière le concept?
Alors, Vodou Days, le concept, c'est la célébration des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou. D'accord. C'est aussi un voyage au cœur du Bénin, avec une fusion entre tradition et modernité. D'accord. C'est aussi une opportunité de découvrir ce riche patrimoine inestimable dans toute sa splendeur. Donc, c'est un rendez-vous qu'on donne à Ouida à l'occasion donc de la célébration de la fête du 10 janvier. Le 10 janvier. Alors, Vodou Days, il s'agit surtout également de rétablir la dignité des fidèles, l'appropriation culturelle et le développement du tourisme religieux. C'est bien ça? Absolument. Donc, vous savez, on nous a un peu ringardisé avec notre vaudou, à tel point que nous en avons nous-mêmes honte. On symbolise le vaudou par la poupée avec l'aiguille qui fait du tort. On symbolise le vaudou avec tout ce qui est caricatural, qu'on égorge le poulet avec les dents pour faire effrayer n'importe qui, avec ce qui est sale, avec ce qui n'est pas respectable. Donc à tel point que depuis notre naissance, on nous apprend que le vaudou c'est le Satan. Aujourd'hui, convient de rétablir un peu cette vérité qui fait partie de notre patrimoine historique du Bénin et de se le réapproprier, pas de rendre les gens à des fidèles de vaudou, c'est pas l'objectif. Le gouvernement reste bien à sa place, mais dit on doit rétablir la vérité et ne pas laisser l'image que Hollywood par moment a voulu faire de notre culture. D'accord. Alors, l'événement démarre le 9 janvier, c'est bien ça. Mais la grande cérémonie est prévue pour le 10 janvier. Vous nous parlez rapidement du format prévu pour cette célébration du 10? Alors, donc ça se passe sur 2 jours, 2 jours principalement, avec d'abord ce qu'on appelle des side events qui commencent à chauffer un peu la ville. On commence par une déambulation dans les rues de Ouida avec une troupe afro-brésilienne pour montrer donc qu'on rentre en fête. Et ensuite, il y aura un récital jazz avec un petit concert jazz aussi qui suivra au niveau donc du CCRI John Smith de Ouida. Des places, 4 places dans la ville et une au niveau de la plage de Ouida seront animées à partir de ce week-end, donc jusqu'au 9. D'accord. Le 9, là, on rentre au cœur du dispositif avec une première partie des artistes qui sont assez connus, donc Pepe Oleka, Djababa et les Teriba. Ensuite, on aura un grand concert afro-pop. D'accord. Avec des têtes d'affiche. Tout ça, c'est le 9 ou c'est Ça, c'est le 9. Le 9, d'accord. Avec des têtes d'affiche que vous connaissez sans doute, qui sont Tabou Combo. Nous avons le grand Mopao, comme on dit, Kofi Olomide. Nous aurons aussi Teni et Yemi Alade. Le 10, nous serons dans la tradition de la fête du 10 janvier, comme ça se fait habituellement, donc avec une grande cérémonie vaudou qui aura lieu donc à la plage de Ouida, précédée de la danse du conservatoire des danses cérémonielles et traditionnelle d'Abomey. Nous allons poursuivre donc avec la grande cérémonie suivie d'une présentation de différents vaudous qui vont venir faire des processions, faire des prières avant de clôturer par une autre activité, on va dire musicale, qui est de la musique traditionnelle cette fois-ci, avec ce qu'on appelle vulgairement le gangan. Autour duquel nous aurons des artistes connus tels que Ayodele, Norberka, Moussoy, les frères Totin, les frères Gedengue, Kofo The Wonderman, le Woodson. Nous aurons aussi Saboran Daniel. D'accord, évidemment. Alors, à l'heure où nous parlons, l'événement, on est à moins de 10 jours de l'événement. Une semaine. Une semaine de l'événement. Le point des préparatifs? Nous serons prêts. Nous sommes à pied d'œuvre. Vous savez, tout ça, c'est dans l'objectif de révéler le Bénin sur son volet touristique. Donc, nous y travaillons tous les jours. Les équipes sont à pied d'œuvre et nous serons absolument prêts à accueillir le Bénin entier et le monde entier qui souhaitera venir à Ouida les 9 et 10 janvier prochains. Les Vodou Days, chers amis, sur le plateau, vous en avez entendu parler. En tout cas, Jennifer Sativi, je sais que tu as un côté
assez développé culturellement parlant. Quel est, on va dire, ton avis sur ce concept? En toute franchise, j'ai un peu assisté en début, c'est-à-dire quand on a annoncé à une certaine polémique pourquoi ce qu'on a l'habitude de faire, ils veulent s'en mêler, mais quand je vois l'évolution, je me dis c'est juste une façon de cadrer la chose et de rendre ça plus attractif et susciter du monde. Moi, j'aime beaucoup le programme. C'est vrai que j'ai lu un peu par-ci, par-là, mais détaillé comme ça, je pense que c'est juste quelque chose qui a été quadrillé pour que ça intéresse plus, que ce soit plus propre, plus attrayant. Et puis, je pense également au public exactement, c'est beaucoup de fierté. On souhaite que ça continue et pourquoi pas que ça aille beaucoup plus loin. Ariane Da Silva. Je ne dirais pas le contraire de ce que Jennifer a déjà dit, mais j'ai envie de poser une question à ton invité. Allez-y. Alors, tout ça réuni après les Vodou Days, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter au Bénin, à part le développement du tourisme en termes de retombées économiques? Voilà, parce qu'elle est économiste, en tout cas, elle adore tout ce qui concerne. Alors, vous soulevez un très bon point. Vous savez, quand on parle de tourisme, on parle en général de ce qu'on appelle les comptes satellites du tourisme, c'est-à-dire tout ce que ça génère comme économie qu'on ne voit pas directement. Quand je décide si je suis de Boïcon et que je viens à Cotonou ou à Ouida, je vais déjà me déplacer, je vais consommer du carburant, je vais consommer parfois du péage, je vais devoir dormir quelque part, manger, parfois me soigner si c'est nécessaire. Et tout ça rentre dans des niches d'économie qu'on ne voit pas toujours comme ça, parce qu'on pense toujours, quand on parle tourisme, au prix du billet d'avion, au prix de l'hôtel et le repas. Non, c'est vraiment un écosystème. Et donc, plus on aura de personnes sur Ouida, plus ça va générer du monde. Et puis, comme c'est un rendez-vous, c'est une première édition que nous faisons. Nous allons donner tout ce qu'on doit donner, de façon à ce que ça devienne le rendez-vous incontournable désormais. Chaque année, que chaque personne qui ait entendu parler des Vodou Days se dise: je ne veux pas me le faire compter, j'irai voir sur place. Ça va devenir un vrai pèlerinage. C'est notre objectif. Intéressant. Intéressant, merci Ariane Da Silva. Richard Dansou. Rien à ajouter. Oh bon, mais pourquoi pas, puisque vous capturez généralement les instants dont je suppose que vous serez sur... Là aussi, pourquoi pas. Il devrait. Alors que ça, sachez-le, on n'est pas obligé d'être pratiquant du vaudou pour venir à ces Vodou Days. C'est d'ailleurs pour ça que si vous voyez la programmation, ce n'est pas tout n'est pas articulé autour du vaudou. C'est un autour du cultuel. Voilà, c'est un rendez-vous universel. Et le vaudou est d'abord très tolérant. Donc c'est contrairement à ce qu'on imagine par-ci par-là. Et c'est l'occasion de pousser un peu sa curiosité. Il n'y aura pas de démonstrations qui feront peur. Il n'y aura pas de choses. C'est vraiment l'occasion de venir voir, écouter des gens parler du vaudou tel que c'est réellement dans la vie. D'accord, merci. Jennifer. Oui, voilà, justement, j'abonde dans le même sens en disant justement créer le côté culturel qui a été totalement séparé du cultuel. Moi, je pense que ça va plus intéresser parce que quelque part, on est tous un peu fiers quand même d'être béninois, d'être africains. Je ne parle pas du tout du côté spirituel, mais quand vous allez écouter certaines danses, on vous raconte une histoire. Avant, les Amazones utilisaient tel trône. Je pense que ça apporte toujours un plus, ça donne l'histoire. Exactement. Donc, moi, je pense qu'on peut ne pas être pratiquant quand même et aller se promener, voir et revenir. D'accord. Merci. Un mot pour finir très rapidement, Monsieur Adjouillon. Alors, donc, un mot pour finir, c'est vous dire que Vodou Days, c'est aussi un espace, donc pas que les concerts, c'est aussi un camping, c'est aussi un espace de festivité, un village de festivité, c'est des 4 places animées, c'est des rencontres. Et avant de finir, je voudrais vraiment présenter mes vœux de santé, de bonheur à toutes les auditrices et tous les auditeurs de cette émission, sans oublier celui qui a eu et qui a partagé sa vision que nous mettons en œuvre quotidiennement. D'accord, merci. Wenceslas Adjouillon, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes chef des projets des Vodou Days. Avec vous, nous sommes revenus sur le concept, mais aussi sur le point des préparatifs. On retient que l'événement se tient les 9 et 10 janvier, donc dans quelques jours du côté de Ouida. Des centaines de touristes sont d'ailleurs attendus. Vous y êtes cordialement invités. Faites donc le déplacement pour vivre cet événement hautement culturel qui révèle le patrimoine culturel du Bénin. Et voilà qui vient
refermer ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Je vous retrouve la semaine prochaine, mais continuez l'aventure avec Yasmine Damata dès demain, jeudi. Bye bye.